Bonjour Thierry, Bonjour. je te remercie d'avoir bien voulu accepter cette invitation pour m'apporter la contradiction. Bienveillante, je ne sais pas, mais en tout cas argumentée à propos de mon dernier livre, Vers la démocratie directe. Donc je te laisse la parole pour première salve. J'ai lu ton travail, donc effectivement c'était la continuité d'autres ouvrages que tu avais déjà fait, notamment le programme DDR pour une démocratie directe et résiliente, c'est ça, hein. Non, c'était décroissance, pour la démocratie, décroissance, DDR. Non, démocratie directe et résilience. Ouais, non, je crois qu'il y avait c'est bien ça. Ouais. Non, parce que là, c'est déjà une bonne question, parce que la décroissance, c'est quelque chose de factuel, hein, pour moi, c'est-à-dire qu'on y va automatiquement, alors qu'à la résilience, c'est une posture qu'on va décider de prendre. C'est ça. Donc dans la première partie de ton nouveau livre, qui s'appelle Vers la démocratie directe, il y a une première partie qui s'appelle Les conditions bioéconomiques du changement, et donc là tu passes beaucoup de pages à faire des liens entre le PIB, la décroissance, etc., pour nous amener à la démocratie. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir passé tant de pages pour en arriver à des questions qui sont vraiment qui relèvent de la sociologie politique. Pourquoi pas ne pas évacuer ça en une page ou deux, quoi. Alors, cette première partie, c'est l'une des 3 parties du livre, qui sont à peu près réparties en volumes égaux. Cette première partie s'appelle, comme tu viens de le dire, les conditions bioéconomiques du changement. Ça veut dire que l'instauration de la démocratie directe telle que nous la proposons dans le cadre du mouvement démocratie directe et résilience ne peut survenir, à notre sens, que si des conditions bioéconomiques sont réunies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'imaginons pas de pouvoir avoir quelque audience que ce soit sur les propositions de réorganisation de l'organisation sociale qui sont détaillées en profondeur dans la deuxième partie. N'imaginons pas de pouvoir avoir une audience dans les conditions économiques qui sont celles que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un choc. Alors, que nous ne souhaitons pas spécialement, le problème n'est pas de savoir si nous souhaitons qu'il arrive ceci, qu'il arrive cela, mais nous avons diagnostiqué et par voie de conséquence pronostiqué que nous allions avoir un déclin inéluctable de la société thermo-industrielle et que ce déclin inéluctable devait s'accompagner d'une adaptation du système politique amené à gérer la société placée dans ces nouvelles conditions bioéconomiques, et que ce pouvait être la démocratie directe. Alors, pourquoi passer tant de temps? Parce que ça nous paraît aussi important de décrire la modification du système économique que de décrire l'habillage politique que nous allons y mettre. Et j'en veux pour ça la comparaison avec ce qui s'est passé en 1789. En 1789, nous avions une modification des conditions de conduite de l'économie, c'est-à-dire qu'on passait d'un système féodal basé sur l'exploitation uniquement des ressources finies à un système industriel basé sur la prédation des ressources finies, non des ressources renouvelables. On passait à un système qui était basé sur la prédation des ressources finies. Et ce système ne pouvait fonctionner qu'en modifiant l'organisation sociale au sens sociétal, pas au sens qu'on entend aujourd'hui de justice sociale, donc modification des procédures finalement de prise de décision qui n'étaient plus adaptées, les procédures monocratiques n'étaient plus adaptées, et les conditions bioéconomiques ont donc été à l'origine de l'institution du système que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons nous oligocratique, Kratzen, voulant dire le gouvernement par un petit nombre.
la modification que nous attendons pour les années qui viennent des conditions bioéconomiques vers cette décroissance que je décris dans le premier chapitre nous amène, à notre sens, inéluctablement vers l'imagination, la mise en place d'un nouveau système politique. Alors, il y a une phrase d'Albert Einstein qui résume très bien cette idée, qui dit que on ne peut pas gérer un système nouveau avec les idées qui ont géré le système ancien. Ok. Donc dans ton travail, tu développes justement comment mettre en œuvre un mécanisme de démocratie directe. Alors première question, peut-être un peu générale, mais c'est important quand même. Qu'est-ce que c'est pour toi, comment tu définirais la démocratie, avant même de la démocratie directe? Alors, la démocratie fait partie de ces mots ou termes tarte à la crème, comme écologie, décroissance, liberté, justice, paix, qu'on est souvent contraint de définir uniquement par son contraire. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'est-ce que c'est que la justice, on a du mal à trouver une définition, mais par contre, on sait très bien ce qui n'est pas juste. C'est un petit peu la même chose pour la démocratie. On dit ça n'est pas démocratique, par exemple, mais par contre, c'est plus difficile de donner une définition de la démocratie. Alors nous sommes attelés à cette tâche, et on s'est efforcé nous avons donné une définition de la démocratie, chose d'ailleurs qui n'existe pas dans la Constitution de 1958, sous laquelle nous fonctionnons actuellement, constitution qui se nomme démocratique, mais qui ne définit à aucun moment, dans aucun de ses articles, la démocratie. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, d'abord, c'est un mot qui a une origine étymologique tirée du grec, démos, kratein. Démos, c'est le grand nombre, c'est-à-dire en fait le peuple, et kratein, c'est le pouvoir. Donc, démos, kratos, démos, kratein, c'est le pouvoir, c'est un système où le pouvoir est exercé par le peuple. Alors, nous avons traduit cette étymologie en définition, je dirais, juridique, dans l'exemple de constitution que nous annexons donc à la deuxième partie. C'est un système où le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de faire les lois, n'appartient qu'aux citoyens, et où les citoyens ont le pouvoir de contrôler l'exécutif. Alors, nous... Ce qu'on appelle la démocratie directe, ou c'est pour nous, c'est pour nous les définitions de la démocratie. Le fait, alors, démocratie, pour toi, c'est la même chose. Voilà. Alors, nous disons démocratie directe, parce qu'on nous a déjà pris le mot pour faire démocratie représentative. En fait, cette démocratie représentative, qui a été mise en place à partir, en France tout au moins, à partir de la Révolution de 1789, étymologiquement, alors c'est la contraction du terme grec oligos, et toujours du verbe kratein. Oligos, c'est un petit nombre, kratein, gouverner, donc c'est le gouvernement par un petit nombre. Oligocratie, apparemment, c'est un mot qui ne convient pas aux gens qui nous commandent, et ils ont préféré dire démocratie, ayant conscience quand même que ce n'était pas vraiment la démos kratos, ils ont ajouté le mot représentatif, donc c'est une démocratie représentative. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, nous, de dire que le système que nous proposons, c'est une démocratie directe, mais en fait, nous disons que c'est la vraie démocratie. Et nous évitons de nommer le système actuel démocratie représentative, nous le nommons oligocratie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement en quoi consiste ton système? Alors, est-ce qu'on doit dire ton système ou le système de DDR? C'est le système de DDR, hein, puisque le système de DDR. Nous avons travaillé pendant 2 ans à raison d'une réunion par semaine
sur, d'une part, l'analyse et le diagnostic des institutions actuelles. Il s'agissait donc de décortiquer essentiellement la Constitution, mais pas que la Constitution, également les grands codes juridiques, pour en faire une analyse défectuologique, pour voir s'il était en mesure de s'adapter au raisonnement bioéconomique que nous avons d'une survenue inéluctable de la faillite de la société thermo-industrielle. Et à partir de là, notre conclusion étant été qu'elle n'était pas adaptée, nous avons travaillé à l'élaboration et à la finalisation rédactionnelle d'une nouvelle constitution que nous avons dénommée Constitution nouvelle en démocratie directe, qui reprend, disons, non pas la trame, mais la présentation de la Constitution de 58, mais dont l'essentiel des articles, bien entendu, est largement modifié. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement en quoi consiste concrètement un mécanisme de démocratie directe et de référendum d'initiative citoyenne? Oui, alors, pour nous, le référendum d'initiative citoyenne n'est pas l'un de nos outils, ne constitue pas un élément de la démocratie directe. Le référendum d'initiative citoyenne, dont on parle beaucoup, puisque les récents candidats à l'élection présidentielle l'avaient tous, plus ou moins, tout au moins, à part les 2 ou 3 grands, hein, en fait, à part Macron et Fillon, tous les autres, pratiquement, et Hamon, donc les représentants des 3 grands partis, tous les autres avaient mis à leur programme quelque chose qui ressemblait ou qui s'appelait un petit peu du genre référendum d'initiative citoyenne ou référendum d'initiative populaire. Alors, Sarkozy l'avait déjà fait il y a 5 ans et ça s'est pas mis en place. Sarkozy, tous les partis en parlent un peu. Hein. À un certain moment, comme ça a une résonance assez démagogique, voire on dirait aujourd'hui populiste, lorsque c'est utile à la conversation, on place un projet de RIC. Bon. Pour nous, le RIC n'est qu'un alibi de la démocratie représentative. C'est un outil qui permet à la démocratie représentative de dire, voyez, on donne un peu de pouvoir au peuple, on donne un peu de parole au peuple, on fait un peu de démocratie directe. Puisque l'une des choses contre lesquelles nous argumentons, c'est de dire que la démocratie directe, ça n'est pas un ingrédient, ce n'est pas comme une pincée de sel ou une pincée de poivre qu'on va mettre sur la démocratie représentative pour la rendre plus attractive, plus sociale, plus proche des aspirations populaires, mais c'est réellement un système à part, et qui est d'ailleurs le véritable système démocratique tel qu'il aurait dû être installé par les révolutionnaires après la rupture de 1789. Donc, la démocratie telle que nous la concevons, et pour répondre à ta question, les grandes lignes de la Constitution nouvelle en démocratie directe que nous proposons, c'est d'abord une définition de la démocratie, chose qui n'existe pas dans la Constitution de 58, et je vais donner, et ensuite une définition. Dans la Constitution de 58, si je me souviens bien, il a défini, je crois que c'est dans cet endroit-là, c'est la démocratie du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça la définition, je crois, si alors, ressemble dans la... Oui, alors c'est dans l'article 1 ou 2, je crois, de la Constitution de 58, cette maxime gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, qui est une maxime créée par Abraham Lincoln. Bon, il n'est pas dit, la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il est dit, la devise de la République française, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il n'y a pas d'équivalence mise entre ça et la démocratie. La démocratie n'est jamais, alors donc je maintiens mon affirmation et je ne demande qu'à être contredit par les faits, la démocratie n'est jamais définie dans la Constitution actuelle. On dit que la Constitution est démocratique, je crois que c'est dans
dans l'article, encore une fois, un des premiers articles, un ou deux ou trois, on dit que la Constitution est sociale, républicaine, démocratique, enfin bon, des mots qui sont balancés comme ça, mais qui ne sont pas du tout définis. Donc nous donnons une définition de la démocratie. Nous disons que la démocratie, c'est d'abord essentiellement, démocratie sous-entendue, démocratie directe. Hein. Bon, démocratie directe, c'est essentiellement un mode de fabrication de la loi. Et on dit ce que c'est que la loi. Parce qu'aujourd'hui, on a loi, règlement, arrêté, ordonnance, etc., etc. Et sur les 140 000 textes réglementaires, c'est-à-dire sens générique de loi, c'est-à-dire tout ce qui s'impose par la coercition aux citoyens, c'est-à-dire une chose que tu n'as pas le droit de faire, ou une chose que tu es obligé de faire. Donc tout ça, pour nous, c'est la notion générique de loi. Aujourd'hui, on dénombre à peu près 140 000 textes coercitifs, règles, disons si on veut un terme encore plus générique que loi, dont 10% seulement sont votés par le corps législatif, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale, ajouté un petit peu du Sénat, alors que les 90 autres pourcents sont des décrets pris généralement par des personnes même pas élues, hein, c'est-à-dire des préfets, des technocrates, des gens qui sont nommés par des élus, hein, par le gouvernement. Le gouvernement d'ailleurs n'étant pas élu non plus, il est nommé. Donc, pour nous, la loi... Sauf le président... Sauf le président de la République. Alors, la loi, pour nous, c'est tout ça. Bien. Donc, tout ça, ça doit être fait par le peuple. Bon, c'est une différence colossale, c'est une rupture considérable, puisqu'aujourd'hui, tout ça, c'est fait, grosso modo, par 1000 personnes. Donc, pour le mettre en œuvre, vous utilisez le système des agoras, c'est ça? Voilà. Alors, bon, ça c'est le système législatif. La démocratie directe, c'est avant tout, et c'est d'abord, en premier lieu, un système différent du système actuel qui permet d'élaborer la loi. Alors, je rappelle que l'élaboration de la loi, c'est 3 étapes, c'est pas uniquement la votation, c'est l'initiative, c'est le débat, l'explication, et puis c'est en dernier recours la votation. Et je me permets de rappeler d'ailleurs que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont pour la plupart proposées par l'exécutif. Bon, pour faire simple, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, faire l'analyse pendant des heures de la façon dont aujourd'hui, dans notre système, les lois sont élaborées. Pour faire ça, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'exécutif qui fait les lois. C'est-à-dire qu'on a un exécutif qui fait les lois, qu'il va lui-même exécuter. Bon, bien entendu, pour nous, c'est inacceptable. Les lois, entendues encore une fois comme toute règle coercitive, sont, dans notre système, votées par les citoyens. Alors on verra par quel dispositif. La deuxième application de la démocratie directe, c'est que l'exécutif, parce que nous ne sommes pas libertariens, et donc nous ne disons pas il ne faut pas d'État, hein, nous ne disons pas les décisions opérationnelles, c'est-à-dire par exemple on va construire un pont quelque part, on va refaire une route, on va construire une clinique. Nous ne disons pas que ces décisions doivent être prises par des assemblées locales, nous ne disons pas ça. Nous disons qu'il y a des mandataires, il y a un service public très important, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui est composé d'individus qui sont comme aujourd'hui des fonctionnaires, des mandataires, mais à la grande différence d'aujourd'hui, c'est que les décisions opérationnelles, donc là on a bien la loi de côté, on en a parlé, et puis il y a les décisions opérationnelles, sont susceptibles d'être contrôlées et d'être annulées par les citoyens, c'est-à-dire par les instances locales dont on va parler, qu'on appelle les agoras. Donc les citoyens ont contrôle sur l'activité de l'exécutif, en ce sens qu'ils peuvent révoquer un mandataire,
ils peuvent, sans le révoquer, ils peuvent contester une décision. Par exemple, on ne veut pas de pont à cet endroit. Hein. Ils peuvent également faire des propositions. Donc les citoyens peuvent faire des propositions, dire tiens, il faudrait qu'on construise un pont à cet endroit. Bon. Donc on est donc dans un... tu vois bien qu'on est dans un système qui est radicalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà la trame, voilà, disons, la clé de voûte de notre constitution nouvelle en démocratie directe. Après, tu m'as posé la question par quel dispositif est-ce qu'on va réaliser cette fabrication de la loi et ce contrôle des décisions opérationnelles des mandataires, par un système, effectivement, d'assemblée locale, que nous appelons agora, hein, pour reprendre le terme grec, et qui sont au nombre de 12 000, c'est-à-dire environ 120 agora par département. Il y a 100 départements, grosso modo, en France. Hein. Et donc, on a un réseau de 12 000 agora qui peuvent contenir chacune 3 500 personnes. Enfin bon, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail du fonctionnement technique des agora, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque citoyen a une agora d'affectation dans laquelle il peut se rendre ou dont il peut visionner les débats par un streaming vidéo Internet. Okay. Donc si je comprends bien, le système d'agora, c'est chacun se réunit régulièrement, va à l'agora, fait des propositions, et puis donc il fait une proposition. Après, pour qu'elle soit choisie, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de signatures au niveau local ou au niveau national? Alors au niveau national. Alors encore une fois, disons, le niveau local est un niveau technique. Alors on n'est pas dans un système fédéraliste. Hein. Voilà. Alors, bon, on ne va pas compliquer, on reparlera peut-être tout à l'heure de savoir quel est le niveau de fédéralisme ou pas dans notre dispositif, mais les agoras, c'est donc une répartition géographique, à savoir que ton agora d'affectation sera ton agora qui sera évidemment près de chez toi. Bon. Ceci étant dit, tout citoyen ou groupement de citoyens, DDR ou l'association Intel, peut déposer un projet. Un projet qui se soit un projet de loi modificatif, abrogatif, de la loi ou de la Constitution. Bon. Et ce projet doit recueillir un certain nombre de signatures pour être recevable à la discussion dans les agoras. Hein, c'est pas n'importe qui ne peut pas proposer un projet et ce projet va être ensuite étudié. Non, il faut qu'il y ait donc un quota de recevabilité. Mais ça n'est pas local au sens où tu l'as compris, notre système quand même, est axé sur, est basé sur une infrastructure des nouvelles technologies de la communication et de l'électronique. Et donc, tout projet déposé dans quelque agora que ce soit est centralisé par une commission centrale législative qui ensuite le diffuse sur une base de données et ce projet, donc visible et accessible par tous ceux qui veulent s'informer sur les projets en cours, est accessible à l'implémentation des signatures. Autrement dit, un projet peut être déposé dans une agora, n'importe laquelle, avec le nombre de signatures déjà requis, parce que le projet a été étudié en amont dans un groupe, dans une association, dans un mouvement, etc., et qui a déjà fait sa promotion autour de lui et qui a recueilli le nombre de signatures requises, et à ce moment-là, le projet automatiquement va passer dans les séances séances de type 2, qui sont les séances de débat, et ensuite en séance de type 3, les séances de votation, ou bien le projet, par exemple, si toi, tout seul, tu déposes un projet avec 0 signature, ce projet sera néanmoins inscrit sur une base de données accessible par tout le monde via l'Internet et ouvert à l'implémentation des signatures, ce qui fait que le jour où il aura atteint le nombre de signatures nécessaires, il pourra être envoyé dans les séances de débat et de votation des agoras
Donc, Alors, sans non, mais je crois que c'est important de prendre un peu de temps justement pour expliquer vraiment concrètement le système, parce que c'est vraiment ce sens-là où je trouve que le système de démocratie directe est assez original. C'est surtout sur la partie concrète. Après, sur la partie théorique, bon, ça discute, mais c'est là vraiment où... Ah ben là, on est dans le concret. Hein. Non, mais parce qu'on va revenir après sur... Ma question, c'est par rapport aux signatures nécessaires. Est-ce que, donc tu as expliqué, si j'ai bien saisi tout à l'heure, que on peut, dans une agora, on peut proposer une idée, une initiative, sans avoir les signatures, ou bien on peut récupérer les signatures après, c'est ça? Oui. Donc c'est au choix, quoi. Oui, enfin, au choix, je dirais pas au choix, c'est comme on peut. C'est-à-dire, soit on est déjà dans un réseau très très actif et très nombreux, et donc la proposition aura été déjà étudiée par un groupe restreint, mais suffisant en tout cas, pour qu'on passe au niveau de l'étude nationale, soit non, soit pas, parce que ben, on est un tout petit groupe, et il n'y aura pas suffisamment de signatures. C'est pas une question de choix. Hein. Je pense que tout dépôt de projet aurait intérêt à déjà avoir le nombre de signatures s'il veut gagner du temps, s'il veut avoir toutes les chances. Donc en fait, la différence entre ce projet de démocratie directe et ce qu'on appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyen, si j'ai bien saisi, c'est dans les deux cas, ça démarre pareil, c'est des citoyens qui font une proposition. Et la seule différence finalement, c'est qu'il y a un système d'organisation, on va dire, institutionnelle avec des agoras qui se réunissent régulièrement. Voilà, mais sinon, à la fin, au résultat, dans les deux cas, on peut adopter une loi de cette façon-là. Alors, oui. Dans le RIC, peut-être qu'il y a l'histoire de validation par les parlementaires, peut-être c'est ça la différence. Alors bon, ça dépend des options de RIC qui sont proposées, hein, parce qu'il y a plein de variantes selon les gens qui les proposent, mais je dirais que la comparaison n'a même pas lieu d'être. Attention, je ne dis pas ça pour dénigrer le RIC. Hein. Bien sûr, ils ne vont pas être contents. Oui, non, mais bon, nous avons à Démocratie Directe et Résiliente d'excellents rapports hein, avec les mouvements qui prônent le RIC. Je ne parle pas des candidats du système, de l'oligarchie hein, qui proposent ça de façon opportuniste, mais les vrais mouvements citoyens qui sont porteurs de l'idée du RIC, on a d'excellentes relations avec eux. Donc c'est pas du tout à l'ordre du jour pour nous de critiquer le RIC. Nous disons simplement que le RIC s'inscrit dans la logique de la démocratie représentative. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les mouvements qui prônent le RIC, actuellement, bon, c'est essentiellement article 3, hein, sont des mouvements qui sont tout à fait d'accord avec le maintien de la démocratie représentative, mais qui pensent que le RIC est un moyen de faire, comme tu disais tout à l'heure, de mettre un petit peu de démocratie directe dans la démocratie représentative. Nous, je dirais qu'en fait, le système des agoras, la démocratie directe, c'est le RIC permanent. Et tu disais tout à l'heure, dans les agoras, donc lorsque les agoras se réunissent, non, c'est pas lorsque les agoras se réunissent, les agoras sont toujours ouvertes. Les agoras sont ouvertes 7 jours sur 7, non pas 24 heures sur 24, mais 12 heures par jour. Hein. Bon, pas rentrer dans les détails des horaires, mais l'idée c'est que les agoras sont toujours ouvertes, qu'il y a des séances qui sont programmées, les gens y vont ou n'y vont pas. Alors, ça c'est important à dire, dans notre système de démocratie directe, il n'y a absolument aucune obligation à aller à l'agora. Parce qu'on a un certain nombre d'expériences, d'instillation de démocratie directe dans un certain nombre de pays, et je crois que c'est notamment en Belgique, pour certaines consultations, on est obligé d'y aller. Bon, nous en avons longuement débattu au sein de DDR, et nous sommes très attachés à la liberté individuelle, hein, et ce n'est pas incompatible avec la démocratie directe, loin de là, mais ne serait-ce que pour cette raison, les agoras sont ouvertes en permanence, mais on n'est pas obligé d'aller aux agoras, d'autant plus que les séances des agoras sont consultables dans son agora d'affectation par Internet en streaming, et que les votes sont possibles de façon électronique. Donc, il y a une différence qui est très très importante.
Alors, si j'ai bien saisi, l'autre point important et complexe, c'est donc qu'il y a finalement un double système de régulation ou de décision. Donc, le système ascendant par la démocratie directe, les agoras, donc par ses citoyens, mais il y a quand même un gouvernement exécutif qui est élu sur la base d'un programme, donc du coup d'une législation. Donc, comment est-ce que c'est compatible ces deux systèmes? Ouais, ces systèmes sont... Enfin, bon, d'abord, il faudrait démontrer qu'il y a une incompatibilité, mais je vais essayer tout simplement de dire que c'est non seulement compatible, mais complémentaire. Encore une fois, je reviens sur la distinction entre production législative et décision opérationnelle des mandataires de l'exécutif. On parle de la séparation des pouvoirs. Hein, ça, pour le coup, c'est inscrit dans la Constitution, simplement inscrit séparation des pouvoirs entre les fameux trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. On va laisser le judiciaire de côté pour l'instant, pour pas trop compliquer le raisonnement, mais la séparation entre l'exécutif et le législatif, bah, c'est l'idée selon laquelle on a des règles de juste conduite, donc un cadre de règles qui fait qu'on peut faire certaines choses et on sait qu'on peut les faire, et on sait que certaines choses on ne peut pas les faire, et on sait aussi que certaines choses on est obligé de les faire, etc. Bon, c'est le cadre législatif. Et à l'intérieur de ce cadre, on a des mandataires qui font fonctionner l'organisation collective. Nous ne sommes pas libertariens. Les libertariens diraient il suffit d'un cadre de juste conduite, hein, et à l'intérieur, eh ben, on n'a pas besoin d'État, chacun va faire ce qu'il a le droit de faire dans ce que lui autorise la loi. Bon. Nous, donc, nous ne sommes pas du tout, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas Murray Rothbard, hein, bon, nous avons une vision de l'État qui est une vision où le collectif tient une place très importante, et toutes les activités, à commencer par les activités régaliennes de l'État, mais bon, toutes les activités qui aujourd'hui sont assurées par l'État vont continuer à l'être. De ce point de vue-là, il n'y a pas de modification sensible de l'appareil exécutif. Alors, le problème, c'est que juste je termine, la différence, c'est que ces mandataires sont sur des sièges éjectables, ils sont élus sur un programme, ils doivent respecter leur programme, et si leur programme n'est pas respecté, ils peuvent être sanctionnés par les agoras. Et je termine en faisant référence à l'article 24 de la Constitution de 58 actuelle qui interdit le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est un dispositif selon lequel, grosso modo, je simplifie, hein, un député ou un élu va s'engager sur ce qui il va être élu sur une promesse. Et si cette promesse n'est pas tenue, l'élection est invalidée. Bon, ça c'est interdit dans la Constitution. Ça veut bien dire qu'on signe, lorsqu'on élit un député ou un représentant local, on lui donne carte blanche pour faire absolument ce qu'il veut, dans la mesure où il n'enfreint pas le code pénal. Eh bien, nous abrogeons, bien entendu, l'article 24. Le mandat non seulement impératif n'est plus interdit, mais il est l'essence même du mandat de service public. C'est-à-dire que le peuple, par le biais des agoras, selon la majorité, le quota de majorité requis, peut révoquer, peut contrôler l'action de l'exécutif. Donc ça n'est pas du tout incompatible. Tout à l'heure, tu reprochais justement aux partisans du référendum d'initiative citoyen de ne pas remettre en cause la démocratie représentative, mais finalement, si tu conserves un gouvernement exécutif qui a lui-même un programme, qui est élu sur un programme, c'est une forme de démocratie représentative dans la mesure où le programme, c'est de la législation. C'est un peu comme Macron fait en ce moment, il a été élu sur un programme, donc il dit il n'y a plus besoin du Parlement, j'ai déjà été élu sur un programme, on va faire passer mes lois, puis on verra après. Oui, non mais,
je pense que là, on dit la même chose. Hein. Bon, je répète, la démocratie directe, c'est un système législatif. C'est-à-dire que les lois ne sont plus faites par l'exécutif. Donc le fait qu'aujourd'hui Macron dise, étant donné que j'ai l'exécutif, je suis élu, je peux faire les lois, oui, bah, c'est justement ce que nous ne voulons plus. Non, mais dans ton système, ça continue, puisque tu dis que le gouvernement exécutif est élu sur la base d'un programme. Oui, mais le gouvernement exécutif ne peut pas faire la loi. Le gouvernement exécutif, il va faire des ponts, il va faire des hôpitaux, il va faire fonctionner des écoles, il va faire fonctionner les services de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, il va faire fonctionner la justice, bon, mais il ne va pas faire les lois. Le gouvernement, les représentants, donc le corps exécutif est un corps qui prend des décisions opérationnelles. Décision, ça n'est pas loi. Alors, cet échange est intéressant parce que il y a une confusion actuellement, il y a une confusion dans les débats sur la démocratie, justement entre ce qui relève de la loi et ce qui relève de la décision opérationnelle. Alors, je ne dis pas ça de façon théorique, parce que j'ai eu de nombreux débats contradictoires avec des interlocuteurs de tous bords sur notre projet de démocratie directe, et à chaque fois, il m'a fallu bien recentrer la question. Lorsqu'on parle de décision, de quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons de décision opérationnelle? Alors, je reprends toujours mon exemple caricatural, décider de faire un pont, ou bien est-ce qu'on parle de faire une loi? Ce n'est pas du tout la même chose. Faire un pont, c'est un acte de production fait par des mandataires du service public. Le service public a reçu délégation du peuple pour s'occuper de l'équipement du territoire. Et dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'on va faire un pont en respect de la loi. Si la loi interdit de faire des ponts à cet endroit-là, on ne fera pas le pont. C'est-à-dire que l'exécutif ne pourra pas faire modifier la loi. Hein. Donc l'exécutif réellement est je dirais, prisonnier du carcan, je grossis le trait à dessein, bon, est prisonnier du carcan législatif, et l'exécutif, comme son nom l'indique, c'est un simple exécutant. Oui, mais ça, je pense qu'effectivement, là, on a des questions un peu plus théoriques, même s'il y a des applications concrètes. Cette séparation, enfin, on sait déjà qu'aujourd'hui, la séparation entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est déjà un peu théorique. Dans la pratique, le pouvoir exécutif a déjà un pouvoir législatif, d'ailleurs tu le disais tout à l'heure. Et à mon avis, dans le système que tu imagines, c'est pas forcément un gros problème, parce que bon, c'est utile en l'occurrence, mais c'est à mon avis un peu ce percer d'illusion d'imaginer tout d'un coup, je vais prendre un exemple là pour expliquer ça, que ce percer d'illusion qui va tout d'un coup, qu'il y aurait une séparation réelle entre le législatif et l'exécutif. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'il y a une agora avec le pouvoir législatif qui décide de maintenir les services publics et de ne pas privatiser les services publics. Si le gouvernement exécutif qui se réunit, je sais pas, enfin le gouvernement qui a été élu sur un programme, il dit ok, nous on va diminuer enfin il peut donner sans changer, sans dissoudre, sans abolir le service public de la santé, il peut très bien décider de limiter sa puissance, donc du coup il va varier, pas au niveau qualitatif mais au niveau quantitatif. Quantitativement, il va diminuer le budget de la santé, à la limite, d'hôpitaux publics, et à la limite, il va le rendre tellement ridicule qu'il ne sortira pas de la loi qui a été votée par l'Agora, mais du coup, elle aura les hôpitaux, s'il n'y a plus que 10% d'hôpitaux publics en France, c'est comme s'il n'y en avait plus, quoi. Oui, alors, bon, je ferai une observation préliminaire, c'est pas une agora qui va décider etc. Hein. C'est l'ensemble, c'est sur une proposition qui aura été déposée dans une agora lambda, qui aura été débattue et qui aura été votée par la consolidation de tous les votes de toutes les agoras. Hein, consolidation, ça veut dire l'ensemble des votes. Oui. Alors, en démocratie directe, comme un référendum, un jour J, tout le monde se met à voter dans toute la France. Oui, mais alors faut arrêter la comparaison avec le référendum, ou alors dire c'est le référendum permanent. Donc les agoras fonctionnent
sont des usines à la loi, hein, c'est le réseau dans lequel la loi est fabriquée, c'est le dispositif par lequel la loi est fabriquée, et pour reprendre ton exemple, il y a une proposition qui est déposée quelque part en France dans une agora, peu importe l'endroit où elle est déposée. Cette proposition, si elle recueille le nombre de signatures suffisant, puisqu'il y a des quotas qui sont différents si la proposition concerne une loi ou si elle concerne un article de la Constitution, qui sera donc débattue. Débattue, attention, il ne s'agit pas, bon, on n'en a pas parlé, mais il ne s'agit pas de la modifier, il s'agit de l'expliquer, faire un débat contradictoire. Donc les promoteurs de cette proposition seront soumis aux questions et ils y répondront. Et dans un troisième temps, il y aura une votation, c'est-à-dire que toutes les agoras voteront sur le projet, hein, et le projet sera adopté ou pas. Alors, supposons que ce projet ait été adopté, un projet qui visait à... Qu'est-ce que tu m'as dit, ce projet? C'était une façon de contourner la loi pour le pouvoir. Non, mais si on prend l'exemple, le projet... Il y avait deux lois, il y avait le projet, la loi qui consiste à faire en sorte de lutter contre la privatisation, d'interdire la privatisation des hôpitaux, et puis le gouvernement exécutif peut contourner la loi en diminuant énormément le budget des hôpitaux publics et en arrivant et en rendant un peu ou moins à 10% oui, alors, de privé. Sans rentrer dans disons, le détail de ce que tu proposes, parce qu'en disant interdire la privatisation, tu ne peux pas interdire quelque chose qui n'est pas autorisé. Enfin bon, mais admettons l'idée détourner la loi. Bon. Si on théorise un petit peu à partir de l'exemple que tu m'as donné, il y a par le réseau des agoras, donc c'est même pas la peine de dire par le réseau des agoras, le système législatif va produire une disposition concernant la gestion du secteur de la santé. Bon, gestion qui est une gestion par l'État. Bon, il va produire une disposition nouvelle, qui est soit une disposition nouvelle, soit une modification d'une disposition existante, soit une abrogation. Bien. Et là, tu me dis, mais l'exécutif va avoir la possibilité de détourner. Mais Thierry, on se retrouve dans je dirais, dans la quotidienneté, hein, de l'opérateur lambda, c'est-à-dire soit un opérateur privé, soit en l'occurrence un opérateur public, qui se retrouve confronté à une loi qui ne lui plaît pas pour X ou Y raison, et qui va essayer de détourner la loi. Alors, bon, je répondrai à ça que c'est bien humain, oui, on n'a pas la prétention de vouloir modifier la conscience humaine. Si le mandataire en charge de la gestion du secteur public de la santé contourne la nouvelle loi qui vient d'être votée. Bon, deux choses l'une, je dirais trois choses l'une. Bon, soit il a été élu sur une ligne qui consistait à faire telle chose, et en contournant la loi, il va s'écarter, et il va contredire ce pourquoi il a été élu. Auquel cas, il peut être révoqué par les agoras. Bon. Deuxième possibilité, bon, il n'y a pas de contradiction flagrante entre la manipulation qu'il est en train de faire et le programme qu'il avait déposé quand il a été nommé. Eh ben, il va falloir que les citoyens s'en rendent compte, que ça bouge dans les agoras, et qu'il y ait une proposition alors, si ce n'est pas évident, alors les agoras, ça j'ai oublié de dire, ont la possibilité de faire saisir la justice sur quelque chose qui ne leur paraît pas clair. Pour tout ce qui concerne les applications régionales, et là, bon, s'il s'agit d'une manipulation sur un hôpital local, les agoras du périmètre ont leur mot à dire sur les décisions opérationnelles des mandataires de l'exécutif au niveau
régionales, et elles vont demander des explications. D'ailleurs, ça se passe déjà un petit peu comme ça, maintenant, lorsqu'il y a des enquêtes publiques à partir de travaux qui dépassent 1 million d'euros, je ne sais pas combien, il y a les seuls. Bon, donc, l'Agora concernée, si elle trouve quelque chose de pas clair, peut demander des explications au mandataire qui va devenir s'expliquer dans l'Agora. S'il s'avère qu'il y a fraude, bon, il peut être condamné, etc. etc. Maintenant, s'il ne se fait pas pincer, s'il détourne la loi, que personne n'y voit que du feu, bon, bah, oui, on n'est pas, on n'instaure pas Dieu sur la terre. Hein. Donc il y a un autre, enfin, moi globalement je pense que, comme je disais tout à l'heure, que cette démocratie directe par les agoras est quelque chose qu'il faut développer. Simplement, c'est que mon idée, c'est que aujourd'hui il y a un peu déjà, en règle générale dans les démocraties, il y a 3 grands systèmes. Il y a la démocratie représentative qui vient plutôt d'en haut et qui descend, la démocratie directe qui part d'en bas et qui monte, et puis entre les deux, la démocratie participative qui est intermédiaire dans cette pyramide, et qui essaie d'élargir la base, mais qui peut vite devenir une démocratie des lobbies par moment. Même si des fois elle est au contraire la démocratie des associations citoyennes qui sont pour le bien commun. Voilà. Simplement, donc du coup, là dans ton modèle un peu idéal, c'est d'essayer d'effacer les 2 systèmes précédents, en tout cas de les diminuer, la démocratie représentative et la démocratie participative, au profit de la démocratie directe. Et c'est, on va dire, un noble projet. Simplement, c'est à mon avis, assez difficile d'y arriver vraiment. Notamment, alors il y a plein de raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, mais il y en a une supplémentaire, c'est un peu cet idéal-là qui a été défendu par Proudhon, Proudhon et d'autres d'ailleurs, mais en développant la démocratie dans les mutuelles. Donc on pourrait appeler ça dans les coopératives d'usagers. Hein, et en donnant justement, si on va prendre un exemple concret, aujourd'hui ça fait 2 siècles environ que les mutuelles, les coopératives bancaires fonctionnent. Ceux qui sont propriétaires, c'est les usagers. Mais au début, comme on en la nef aujourd'hui, hein, ils s'impliquaient, ils militaient, et du coup ils pouvaient utiliser leur pouvoir d'agora, on pourrait dire, de démocratie directe. Et puis comme c'est du travail, que c'est du temps, et qu'ils n'ont pas que ça à faire, au bout d'un certain temps, ils ne sont plus venus, donc maintenant ils viennent quasiment plus dans les assemblées générales, ou quand ils y viennent, les mutuelles, ils sont déconnectés, ils n'utilisent plus leur pouvoir, et du coup c'est à nouveau la démocratie représentative de leurs dirigeants qui avance. Et j'ai bien peur, même s'il faut plus de démocratie directe, qu'à la fin, ça va devenir à nouveau quelques spécialistes, quelques militants qui s'y mettront, mais du coup, une forme de représentation ou de participation dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Bon, c'est des pronostics, disons, pessimistes sur la faisabilité, sur... Bon, je vais quand même essayer de donner quelques éléments de réponse. Je reviens sur le dernier élément que tu pointes, à savoir, c'est une objection qu'on a assez souvent, mais il n'y aura personne qui viendra dans vos agoras. Hein. Il suffit de voir aujourd'hui, comment on essaie de réunir des gens, bon. Et puis ce sera toujours les mêmes, etc. etc. Et ça deviendra une démocratie représentative, ce sera toujours les mêmes, etc. Bon. Non, il y a des différences de taille. Hein. C'est que on ne peut pas comparer la fréquentation qu'on a aujourd'hui de ces consultations de démocratie participative sur des projets machin, où les gens savent pertinemment qu'ils vont donner un avis et puis que ça partira à la poubelle, avec le sentiment que les citoyens vont avoir qu'ils font la loi. Bon, donc déjà, moi je ne fais pas de pronostic en disant il va y avoir foule dans les agoras, mais je dis qu'il y a on ne peut pas comparer. C'est-à-dire partir de ce qu'on constate aujourd'hui en termes de fréquentation des assemblées de consultation participative, extrapoler sur ce qui va se passer dans des agoras où on fait les lois, et il n'y a que là qu'on fait les lois, ça ne me paraît pas possible de le faire. C'est la seule chose déjà que je peux dire. Ensuite, sur le fait que... C'est pas ma comparaison, mais bon. Oui, que la comparaison... Pour moi, la comparaison ne... Non, mais moi, je comparais pas ça, je comparais les coopératives bancaires. Non, mais coopératives bancaires... C'est différent aussi, je suis d'accord. Pas coopérative bancaire, c'est pas un endroit où on fait la loi nationale. Bon. Et donc, on ne peut pas comparer les réunions
d'une coopérative alpha ou oméga ou lambda avec des cénacles où on fait la loi nationale. Bon, je dis simplement qu'on ne peut pas comparer. Voilà. Bon, la comparaison ne me paraît pas pertinente. Donc je peux. Disons que le problème, c'est un problème Je de peux pas. quantité. Je ne peux pas en dire plus. Les Suisses, par exemple, votent souvent, mais ils votent pas non plus tous les jours. Donc du coup, il y a quand même des gens qui vont voter au référendum, enfin les référendums en Suisse. Les gens vont voter, mais je ne sais pas combien il y a de référendums par an, mais il y a peut-être pas plus qu'un vote par mois ou 2 votes par mois. Ce qui fait que les gens viennent, mais si on les faisait voter tous les jours, ils n'iraient plus voter. Non, mais... Ça, ce sont des spéculations intellectuelles. Bon. Dire si on faisait ça, il se passerait ceci. Bon. Ça n'est pas comparable. Hein. Bon. Alors, c'est là que je rentre dans le deuxième argument, c'est-à-dire les gens ne vont pas venir dans les agoras. Regarde, les Suisses, ils viennent, mais si on demandait tous les jours, ils ne viendraient pas. La comparaison non plus n'est pas bonne, parce que le référendum d'initiative citoyenne suisse est la même chose, c'est un petit avatar de démocratie représentative. De temps en temps, on donne la possibilité de voter pas sur n'importe quoi, parce que en Suisse, il faut qu'il y ait l'unité de matière. Il faut d'abord que ça soit validé par la Commission fédérale, il faut qu'il y ait une unité de matière, c'est qu'on ne peut pas poser n'importe quelle question, on ne peut pas poser 2 questions ensemble. Enfin, voilà. Bon, c'est des dispositifs qui ne sont absolument pas comparables avec la toute-puissance de la fabrication des lois en agora. Donc je dis que la comparaison n'est pas pertinente et que par voie de conséquence, l'extrapolation n'est pas parlante. Alors, maintenant, sur la fréquentation, c'est-à-dire, il n'y aura personne dans les agoras, ce sera toujours les mêmes, etc., etc., etc. Nous n'avons jamais dit, nous n'avons écrit nulle part, que la loi sera faite par les 50 millions de citoyens non privés de droit civique. Aujourd'hui, on a alors bon, pour l'information, on a 47 millions et demi d'inscrits, mais on a 50 millions et demi de majeurs non privés de leur droit civique. Nous, quand nous parlons de citoyens, nous parlons des 50 millions et demi, pas des 47 millions. Par exemple, moi personnellement, je n'étais pas inscrit sur les listes. Les 3,5 millions, c'est des privés ou c'est des non-inscrits? Non, non. Les 3,5 millions sont des Français, citoyens, majeurs, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller voter. Ils ne peuvent pas, ils ont décidé. Ils ont fait le choix. Bon. Alors, nous n'avons jamais dit que... Non, ça c'est parce que c'est des chiffres qui sont méconnus, hein, et que quand on fait des pourcentages, hein, qu'on dit Macron a été élu avec tant de pourcents, j'ai fait aussi un diagramme, hein, de toutes les élections, et je me base, moi, sur 50 millions et demi de majeurs non privés de leur droit civique, et pas sur les inscrits ou les votants. Bon. Alors, ceci étant dit, nous n'avons jamais dit que les lois seraient votées par l'intégralité des 50 millions et demi de... nous disons que les lois seront votées par ceux qui s'y intéressent. Les lois seront votées par ceux qui ont envie de les élaborer, de les discuter et de les voter. Et ce ne sera peut-être pas les mêmes pour tel type de loi, ou pas les mêmes pour tel autre type de loi. Ceux qui ne sont pas concernés, bon, ils n'iront pas au débat concernant tel ou tel type de loi. Alors n'oublions pas, parce qu'on a parlé des quotas, mais nous avons aussi un quota minimal de participation. C'est-à-dire que, alors tu vas me dire, oui, mais alors à ce moment-là, une loi ou un projet de loi qui concerne une catégorie particulière va être déposé par le représentant de la catégorie particulière, très bien, ils seront 3 ou 4 à venir dans les agoras, ils auront la majorité. Non, parce qu'il faut la majorité, il faut qu'il y ait au moins 50% du corps électoral qui soit atteinte. Bon, donc on a un quota très élevé de participation. Ce qui veut dire qu'il y a une addition du principe. La loi est faite par tous ceux qui ont envie de s'en occuper, et il faut qu'il y ait un nombre suffisant par rapport au nombre de citoyens.
Et alors, je prendrai un petit chiffre. Lorsqu'on dit il n'y aura personne dans vos agoras. Alors, on a 12 000 agoras. Admettons que sur tel projet de loi, il n'y ait que 3 personnes dans chaque agora. Bon, on n'aura pas de quota. Mais admettons même qu'il n'y ait pas de quota. 3 fois 12 000, ça fait quoi? Ça fait 36 000. Ça veut dire qu'une loi aura été votée par 36 000 personnes. Aujourd'hui, les lois sont votées, 10% des lois sont votées par 577 personnes, et les 90 autres pourcents sont décidés par une personne. On aurait déjà fait un progrès hyperbolique dans la démocratisation du processus d'élaboration de la loi. Alors du coup, j'ai une autre question. Dans ton livre, tu donnes différents exemples par rapport à un gouvernement local. Donc c'est une approche, on va dire, c'est du gouvernement d'État décentralisé ou un gouvernement plus fédéral. Prenez l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Comment serait prise une décision voilà. Concernant Notre-Dame-des-Landes, qui est plus locale en l'occurrence? Alors, c'est vrai que quand on présente comme ça la démocratie directe, on voit un truc très jacobin, et on n'imagine pas trop comment ça va se passer au niveau local. Bon, alors, déjà, ce que notre système n'est pas. Ce que notre système n'est pas, c'est un système de gouvernement exécutif décentralisé, délocalisé par des assemblées. C'est-à-dire des assemblées locales qui remplacent en fait le préfet ou qui remplacent le responsable de l'équipement du territoire. Alors, c'est un système qui est prôné par un certain nombre de mouvements qui n'est pas le nôtre. Nous restons, encore une fois, pour ce qui concerne l'exécutif, dans un schéma assez classique de mandataires qui sont des techniciens. Donc on a bien un secteur, un champ exécutif qui est géré par des techniciens et non pas par des consensus d'assemblée. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui est nouveau et ce qui introduit la démocratie directe dans le fonctionnement de l'exécutif, c'est le contrôle par les agoras. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne Notre-Dame-des-Landes, eh bien, alors, il y aurait un mandataire local, le directeur départemental de l'aviation civile, qui, dans le cadre du programme du ministère de l'aviation civile qui aurait été adopté lors de l'élection quinquennale, l'élection exécutive quinquennale, qui dirait, bon ben voilà, on avait mis dans notre programme de faire un aéroport, donc voilà, on va faire un aéroport. Bon. Il est possible que cet aéroport n'ait pas été inscrit dans le programme, mais qu'il y ait un budget suffisant, et que, après avoir consulté la législation, qui apparemment n'interdit pas qu'on fasse un aéroport là, à cet endroit, Notre-Dame-des-Landes, après avoir consulté la loi existante, le directeur de l'aviation civile du coin dirait, bah, écoutez, voilà, on va construire un aéroport. Si personne ne bouge, tout va bien. Si le périmètre, alors là on est pour le coup, bien entendu, dans une décision d'aménagement du territoire d'une circonscription, enfin d'une province, enfin bon, à voir le découpage électoral qui serait en place, il n'y a pas raison de modifier le découpage actuel. Les agoras du périmètre pourraient très bien demander une explication. Bon, alors, faut qu'il y ait une demande. Cette demande, qu'elle recueille 50 000 signatures. À partir de là, le directeur de l'aviation civile serait convoqué
dans les Agora, il expliquerait donc ce qu'il veut faire, pourquoi, on lui pose des questions, on dit mais non, c'est pas bien, ça va générer ceci, ceci-là, il donne les explications. Et puis, soit il arrive à convaincre les citoyens, tous ceux qui auront bien voulu venir l'écouter, mais tout le monde peut venir. Hein, et s'il n'a convaincu personne, eh bien il aura un veto, il peut être soit démis de ses fonctions, soit tout simplement le projet est disons, abrogé par les Agora. Les Agora ont ce pouvoir d'abroger des grands projets. Si je comprends bien, donc il y a une forme de fédéralisme ou de décentralisation du gouvernement, puisqu'il y a une partie des décisions par les Agora qui peuvent se faire au niveau local sans forcément concentrer tout le pays. Ouais. Le contrôle. Disons que les décisions sont prises par les mandataires, mais au niveau régional, les Agora ont tout contrôle possible sur les grands projets. Hein. Après, bon, reste à déterminer si on ne va peut-être pas aller contester pour un caniveau, etc. Sinon, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est donc le gouvernement exécutif, disons central, et qu'on peut appeler justement gouvernement d'État ou gouvernement fédéral selon les visions qu'on a de la politique, mais bon, c'est voilà, selon qu'on est libertaire ou plutôt non libertaire. Donc ce gouvernement central exécutif, s'il a un programme, ok, mais en 5 ans il peut se passer plein de choses, si tout d'un coup il a une nouvelle idée, comment il fait pour la soumettre? Alors, je veux dire qu'il ne la soumet pas. D'abord, il faut qu'elle soit conforme à la loi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une clause de style que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand l'exécutif a envie de faire quelque chose, et que la loi n'est pas adaptée, il modifie la loi. C'est facile. Bon. Ou alors, il prend une ordonnance. Bon. Alors, nous, tu as bien compris que ce ne serait pas possible. Donc, s'il a une idée, effectivement, qui n'était pas inscrite sur son programme, et c'est tout à fait, une hypothèse tout à fait envisageable, si c'est pas conforme à la loi, il ne peut pas le faire. Alors, attention, le mandataire d'exécutif, c'est un citoyen comme toi et moi. Il peut très bien déposer un projet de loi. Il peut très bien tout seul, ou avec tout son bureau, ou tout son parti, tout son lobby, toute sa clique, peu importe. Il peut très bien déposer un projet visant à modifier une disposition existante. Le projet sera innervé dans les Agora, sera débattu, et puis il sera approuvé ou révoqué. Donc le gouvernement exécutif a le droit de proposer une loi dans les Agora comme font chaque citoyen. Absolument. Alors, je dirais que c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Oui, parce que c'est vrai que bon, c'est pas forcément évident d'y penser. J'avais une autre question par rapport à ce que tes différents systèmes. Oui, alors finalement, peut-être que la question va tomber à l'eau, mais souvent il y a une grosse opposition classiquement entre les différentes formes de gouvernement, ce que je disais tout à l'heure. Il y a ceux qui sont plutôt pour un gouvernement fédéral, des libertaires, donc à la suite de Proudhon, où on considère que les décisions se prennent localement dans les communes, puis ensuite au niveau des régions, puis ensuite au niveau national. Si par exemple on prend l'exemple du SMIC, ça peut être décidé comme ça. On prend un SMIC, on peut décider d'un SMIC dans une ville, puis après dans une région, puis après au niveau national, voire au niveau mondial. C'est la vision plutôt libertaire, à la Proudhon. Et puis la vision du gouvernement d'État, donc les non-libertaires, donc il y a eu aussi les communistes, mais pas que, considèrent à l'inverse qu'il faut un système fondé moins sur la liberté, mais plus sur l'égalité, que la décision doit partir d'en haut, on décide d'un SMIC au niveau national, et on l'applique à tous les niveaux dans toutes les villes de France, sans consulter les villes de France, parce que sinon ça va créer des différences, ça peut créer des différents SMIC. Donc il y a une façon de contourner le problème, de faire monter les différents SMIC jusqu'au niveau national, et puis après de faire un vote par référendum. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ces deux approches, on va dire, de la démocratie, entre peut-être que ton système finalement peut permettre de les combiner, mais il faudrait essayer d'éclaircir les choses, que ça intéresse quand même une partie des militants, notamment pro-fédéralistes, et comment combiner un gouvernement, enfin, est-ce que c'est vraiment compatible dans ton système, un gouvernement d'État et un gouvernement fédéral? Alors, si on parle de la loi, tu me parles du gouvernement, donc apparemment tu me parles de l'exécutif.
Et ensuite, tu me parles du SMIC, ça c'est la loi. Bon, si on parle de la loi, bon, très clairement, la loi part du bas. Elle ne part pas du haut, tout simplement parce qu'il n'y a pas de haut. Dans notre système, il n'y a pas de haut qui décide et qui ensuite cherche une validation par le bas. Pour le législatif vient du bas. C'est-à-dire, quelque part, il y a une proposition qui est étudiée par tout le monde, qui est adoptée ou pas, et ça s'impose à tout le monde. Alors après, il peut se poser la question de savoir s'il y a des législations qui ont une vocation locale. A priori, on ne parle là que de législation nationale, de législation qui s'applique indistinctement à tous les citoyens, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent. Bon. Et cette législation, très clairement, c'est quelque chose qui part d'en bas, de quelque part, d'ailleurs, c'est pas une question d'en bas et d'en haut, qui part de quelque part, et qui ensuite s'applique à tout le monde. Pour ce qui concerne l'exécutif, la décision part dans... Alors, est-ce qu'on peut dire d'en haut? La décision part, oui, elle part d'en haut, c'est-à-dire elle part de celui qui a été mandaté, a été désigné, a été nommé pour prendre des décisions, c'est son job, on le paye pour ça, on le paye pour prendre des décisions. Donc la décision va être prise d'en haut, mais elle est prise d'en haut, elle va impacter le bas, un aéroport, c'est pris d'en haut, puis ça impacte celui qui habite à côté, mais à la différence d'aujourd'hui, celui qui est en bas a la possibilité d'agir sur cette décision. Et la possibilité de dire, mais aujourd'hui aussi, quand on n'est pas d'accord, mais ça n'est pas écrit dans la Constitution. Ça n'est pas écrit que les lois ou les décisions opérationnelles doivent se prendre dans le cadre d'un conflit. Bon, ce serait un déni de fonctionnement institutionnel que de dire le fonctionnement normal, c'est ce qui ressort d'une confrontation violente entre des pros et des contre une décision. Donc nous, ce que nous voulons, c'est instaurer une légitimité non contestable, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Constitution de 1958 a accouché d'une non-légitimité. C'est-à-dire que toutes les décisions, alors, loi ou décisions opérationnelles, alors je dis toutes, un certain nombre de lois qui sont votées, loi travail, un certain nombre de décisions qui sont prises, construire un aéroport, sont immédiatement contestées par un certain nombre de groupes, qui considèrent que cette décision, et alors tiens-toi bien, n'est pas légitime. On rend compte qu'avec ce système de référendum local, on peut combiner, parce qu'en fait il y a un peu 4 types de... On n'aura pas trop de temps de le développer ici, mais 4 formes de gouvernement. Il y a les gouvernements fédéral, égalitaire et libéral, les gouvernements étatiques, égalitaire et libéral. Et il y a une opposition qui peut être faite en général, si on prend l'exemple du SMIC à nouveau, je disais tout à l'heure, entre un gouvernement étatique égalitaire qui décide d'un SMIC d'en haut qui fait tout descendre, ou un gouvernement fédéral égalitaire, enfin, ou du moins l'autre opposition complètement opposée, c'est un gouvernement fédéral libéral, qui consiste à dire chacun choisit son SMIC et tout le monde se débrouille. Donc ça part d'en bas, mais après on arrive au niveau du coup, dans toute la France, et des SMIC différents en fonction de chaque ville. Donc pour éviter ce conflit possible, entre la liberté décisionnelle et l'égalité décisionnelle, le système dont tu parles, on pourrait le qualifier, donc ça a des problèmes d'étiquette, ça ressemble un petit peu au système, je pense, de Proudhon, mais c'est une variante. C'est un gouvernement fédéraliste égalitaire, c'est-à-dire qu'en fait les décisions partent d'en bas, elles remontent jusqu'au sommet. Une fois qu'on a décidé au niveau du sommet il peut y avoir plusieurs SMIC proposés, et après, au niveau de la base, il y a un référendum, donc de nouveau par le bas, qui décide du SMIC qui va être le niveau du SMIC qui va être décidé, est-ce qu'il va choisir la fourchette la plus haute ou la plus basse. Donc c'est une façon de combiner
un système égalitaire, avoir tous le même SMIC dans toutes les villes de France, tout en prenant les décisions par la base. C'est ça, à mon avis, entre guillemets, des trouvailles ou un des intérêts d'un système qui serait fédéral et social, fédéral et égalitaire du gouvernement. Voilà. Bon, là, c'était une façon de... C'était un peu mon analyse sur les différentes questions. Sinon, j'ai une autre question que j'ai vue dans ton travail, dans ton livre. Tu proposais parce que bon, souvent on parle des médias comme quatrième pouvoir, et pour éviter justement que les médias ne biaisent ou n'influencent trop la démocratie dans le mauvais sens, d'essayer de les rendre plus indépendants, en tout cas surtout indépendants des pouvoirs économiques. Donc, quelle est la proposition que tu faisais? Alors, là, tu fais allusion, je pense, à ce que nous avons appelé le service public de l'information politique, qui est un service public que nous créons alors par la Constitution, puisque les services publics, donc l'exécutif, qui est composé d'un certain nombre de services publics, est repris in extenso sur le schéma d'aujourd'hui, la sécurité intérieure, extérieure, la diplomatie, la santé, la justice, etc. Nous y avons ajouté un service tout haut qui est le service de l'information politique. Et effectivement, bon, je te remercie de m'interroger là-dessus, parce que c'est interprété de façon souvent tout à fait contradictoire à son esprit. Probablement parce que les gens ne lisent pas exactement ce qui est écrit. Alors, l'objectif de ce service public d'information politique, c'est pas tant de lutter contre ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire la concentration des médias entre les mains de quelques grands oligarques, puisqu'aujourd'hui on a 90% de la presse et de l'audiovisuel qui est détenu par dizaines de familles, Bolloré, etc. Bon. Surtout les grands industriels qui oui, Lagardère, Dassault, enfin bon. Ça, c'est un aspect... Par le pouvoir économique. C'est un aspect qui, à notre sens, devrait être traité par les agoras. Bon, non. Nous, alors, évidemment, on est révoltés par cette situation, mais nous faisons confiance aux citoyens pour prendre des mesures via la démocratie directe, afin que ces choses-là changent. Donc, nous pointons la carence, je dirais, constitutionnelle de l'accès à l'information politique de la part des différents mouvements d'idées en France. Alors, je crois que c'est l'article 3 de la Constitution, l'alinéa 4 ou 5 de l'article 3, qui garantit la pluralité des expressions et l'accès à la parole de tous les... Bon, qui, encore une phrase vide, qui ne se traduit par rien du tout, puisque le service public de l'information en France, qu'on peut réunir dans la société France Télévisions, par exemple, qui gère TF1, Radio France, etc., bon, puisque c'est la télévision, le grand média, qui, je dirais, formate les esprits, nous ne voulons pas de cette France Télévisions et de ce service de public, ce qu'on appelle le service public. C'est une honte d'appeler d'ailleurs cela un service public, puisque c'est tout simplement la voix de son maître, c'est-à-dire la propagande de ceux qui sont au pouvoir, avec une impossibilité de tous les autres courants d'opinion de se faire entendre. Nous créons non pas un service public de l'information, c'est-à-dire avec des journalistes qui vont... non, nous créons une infrastructure technique composée d'une chaîne TV, d'une chaîne radio, d'une chaîne internet, d'un média papier. Quand je dis nous créons l'infrastructure d'une chaîne TV, par exemple, ça veut dire qu'il y a des studios, il y a des techniciens qui font marcher les spots, les micros, les prises de vue, etc., et que tous les groupements politiques déclarés et qui en font la demande
peuvent venir utiliser les infrastructures pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais c'est eux qui fournissent le personnel. S'ils ont envie de présenter, si DDR veut faire une émission quotidienne ou hebdomadaire sous la forme qu'elle dans le respect des lois, bien sûr, hein, le service public met à disposition une infrastructure pour pouvoir le faire. De ce fait, tous les mouvements politiques mouvements d'idées qui souhaitent s'exprimer ont sur les deniers publics la possibilité de le faire avec les moyens technologiques adaptés de l'époque. Alors ça, c'est une véritable révolution, c'est une rupture considérable dans la notion de service public et qui, pour nous, est vraiment consubstantielle de la démocratie directe parce que c'est basé sur la libre expression de tous les citoyens. C'est intéressant. Moi, je suis quand même assez pessimiste sur ce genre de système, puisque je pense que c'est très difficile à un média, même s'il est, peut-être que tu l'expliques, d'être réellement indépendant de la voix de son maître, et qu'une façon, à mon avis, plus radicale d'arriver à ce système-là, c'est de décider de garantir l'indépendance des médias en interdisant le financement par des intérêts grosses entreprises ou autres, et donc ou même publics, et de considérer qu'un média ne doit se... Ou peut y avoir un média public, mais il vivra sa vie, mais en tout cas pour le reste des médias, de faire en sorte qu'il n'ait qu'une... comment dire? D'ailleurs, à la limite, il faudrait peut-être même supprimer le média public, et faire en sorte que les médias soient indépendants et financés uniquement, du coup, par leurs lecteurs, par leurs auditeurs. De cette façon, ça éviterait qu'il y ait justement la mainmise de grandes industries sur des médias. Non, mais, Thierry, la pub aussi. On ne parle pas de la même chose. Là, tu me parles des médias privés. On ne parle pas de la même chose. Tu me dis, c'est impossible qu'un média soit indépendant de la voix de son maître. Je te dis que c'est tout à fait possible. Il suffit qu'il n'y ait que des techniciens. Il n'y ait que, à la limite, un studio vide, avec... bon, ce qui compte, c'est d'avoir... Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, un mouvement comme nous, ou le tien, ou celui de nos voisins, peut créer une chaîne de télévision? Nous avons les moyens, aujourd'hui, techniques, à partir de ce petit studio, de diffuser sur le poste de télévision qui est là-bas. Il faut pour ça que l'ART nous donne un canal. Et c'est ça qui est impossible. Bon. Donc, c'est pas le problème que le média soit indépendant. C'est que le média, pour nous, c'est une infrastructure. Il faut qu'on donne des outils, tout simplement, des outils audiovisuels, numériques, vidéo, audio et presse papier, à tous ceux qui ont l'intention de s'exprimer et de parler à leurs concitoyens, et la question ne se pose pas de savoir si c'est la voix de son maître ou pas. La question, c'est une visibilité. Aujourd'hui, tous les petits mouvements, et tu es bien placé pour le savoir, ont un problème de visibilité. C'est-à-dire qu'on a un réseau militant, on fait de belles réunions, on met en place des projets qu'on pense intéressants, mais on n'a pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès, c'est pas aux grands médias, il ne s'agit pas d'avoir accès à Le Monde, ou à Mediapart, ou au Nouvel Obs. Ce qu'on veut, c'est simplement un numéro de canal que nous donne la RT. Et à ce moment-là, depuis ici ce studio, on va faire venir Thierry Brugvin, on va faire venir telle ou telle personne, des insoumis, de l'attaque, on va discuter avec eux, on va faire des émissions où il y aura des interviews, où il y aura des débats argumentés, et les gens pourront simplement se connecter sur ce canal et regarder ça. Ça, aujourd'hui, c'est interdit par la loi, et c'est un véritable scandale démocratique.
disons que je pense que ça pourrait être, enfin, le système que je proposais, qui était de financer en fait les médias par les usagers uniquement, peut être complémentaire à ton système. Ah non, nous, on veut que ce soit financé par l'État. Non, mais ton système peut être financé par l'État. Mon système à moi permet d'élargir la pluralité justement du système et de faire en sorte d'avoir finalement un média d'État plus ou moins indépendant, c'est le tien, avec des médias du coup de coopératives privées qui garantissent plus d'indépendance. Bien entendu, c'est complémentaire. Je pense qu'il faut que DDR, on a une chaîne YouTube hein, sur laquelle il y a plus de 100 vidéos, il y a 1000 abonnés. Bon, on a notre média, mais c'est sans commune mesure avec le fait d'avoir un canal sur la télé, d'avoir le numéro 47, ou quand tu appuies sur 47, tu as nos techniciens, nos militants qui exposent ce qu'ils ont exposé. Donc c'est pas une question d'indépendance, c'est une question d'outils qui doit que le service public sur les deniers publics doit mettre à disposition de tous les citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors nous on a créé localement une association qui s'appelle l'Association pour la promotion du débat citoyen. Hein. On a demandé à la mairie de nous fournir une salle. On ne veut pas faire nos débats dans des bistrots ou dans des salles payées par les militants. On veut que ce soit le service public qui mette à notre disposition une salle pour que les gens aient un financement pour venir réfléchir. Sinon, j'ai une autre question, c'est sur la démocratie participative. J'ai vu que tu l'as critiqué ardemment, et tel que je conçois justement les différentes formes de démocratie, si on imagine donc la démocratie comme une pyramide avec à la base beaucoup de monde et en haut peu de monde, la démocratie directe, ça part de la base où il y a beaucoup de monde, tout en haut de la pyramide il y a la démocratie représentative avec le minimum de monde, et puis au milieu c'est la démocratie participative qui est entre les deux. Et alors elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que justement ça permet de faire participer des associations qui ont une certaine expertise, par exemple sur des questions d'écologie ou de société, ou des syndicats par exemple, qui ont quand même un savoir-faire sur ces questions-là, et donc ils participent à élaborer les décisions et les lois, pas à les voter, mais en tout cas à l'élaboration, dans les instances, pour le coup, du gouvernement ou d'une ville, mais en tout cas dans les instances qui sont au sommet de la pyramide, pas qui sont uniquement à la base. Et donc c'est ça, à mon avis, l'avantage de la démocratie participative. L'inconvénient, effectivement, ça peut vite devenir une gouvernance. C'est aussi d'ailleurs un gouvernement des lobbies, où c'est les lobbies qui viennent mettre leur idée. Et à l'époque de la Révolution, justement, ils avaient, à l'époque aussi, différentes époques, pas toutes les citer, et à l'époque totalitaire, ils avaient interdit justement les corps intermédiaires, en partant du principe qu'il fallait directement que ce soit uniquement la base qui s'exprime. Donc est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient ou un risque de casser cette zone intermédiaire de décision? Alors, la démocratie participative. Alors, on l'appelle démocratie participative, démocratie collaborative, démocratie délibérative. Il y a tout un tas de déclinaisons comme ça. La démocratie, on n'arrête pas de décliner. Bon. Alors, la démocratie participative, c'est ce qu'on appelle, nous, un État intermédiaire, puisque entre les trois, disons, systèmes souches de l'organisation sociétale, que sont la monocratie, l'oligocratie et la démocratie, hein, on imagine qu'il peut y avoir des porosités entre chaque grand département et qu'on peut trouver un État intermédiaire. Alors, bon, c'est l'idée de la démocratie participative ou collaborative, ou etc., de dire, ben, c'est comme ça, intermédiaire entre la démocratie représentative et la démocratie directe, on fait participer un peu, voilà, ça fait un mix. Alors, on a aussi le terme de mix démocratique, si j'ai entendu. Bon. Alors, qu'est-ce que nous, on pense de ça? Alors, il s'agit de savoir si on nous demande de juger ce qui se passe actuellement, ou si on nous demande d'imaginer ce que ça pourrait être en le faisant différemment de ce qui se fait actuellement. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est démocratie participative, etc., sont des farces politiques.
Alors, ça, nous, on le dit, mais ceux qui sont acteurs lucides de ces instances, et je connais personnellement un certain nombre avec lesquels j'ai eu des débats, vidéos, etc., bon, qui confirment bien que quand on est participant dans ces instances de démocratie participative, c'est une vaste blague. Pourquoi? C'est une vaste blague parce que bon, c'est organisé de façon à ce que les citoyens ne puissent avoir qu'un avis consultatif. En fait, l'incidence sur la décision finale n'est pas vraiment ne se passe jamais. Les gens le savent, donc on a énormément de mal à remplir les salles lorsqu'il y a une enquête publique, parce que les gens savent que ce qu'ils vont décider, ça aboutira à rien, sauf si on se met à faire un sit-in comme à Notre-Dame-des-Landes ou occuper, enfin bon, voilà, sauf si on passe à l'action violente. Donc les gens ne croient pas à ce qu'il aurait proposé actuellement dans le cadre de ces mix démocratiques, ce qui fait que c'est... bon, alors, là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Mais est-ce que ça pourrait être bien? Alors, ça pourrait être bien si... Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse être effectivement une espèce de contre-pouvoir vis-à-vis d'une démocratie représentative qui décide un truc d'en haut où l'exécutif fait la loi lui-même, quand on ne le peut pas, il l'a fait, donc on ne veut pas faire un truc, c'est pas grave, on va modifier la loi, donc on peut le faire. Et là, hop, il y a une salle, la participative, où les gens qui disent, nous on est citoyens, mais on n'est pas d'accord. Bon. Est-ce que ça, ce serait bien? Bon, je dirais a priori oui. C'est-à-dire que si les citoyens ont la possibilité, vis-à-vis soit d'une loi, soit d'une décision opérationnelle d'un aménagement du territoire. Alors, mettons-nous dans le cas numéro 2, puisque c'est de toute façon pratiquement que dans ce cas de figure qui est activé aujourd'hui, que sont activés aujourd'hui les processus de démocratie participative. C'est-à-dire, il y a un projet d'aménagement du territoire à un endroit, on fait des réunions de démocratie participative. Si les citoyens du périmètre local ont la possibilité de demander des explications aux mandataires, sans passer par des experts que le pouvoir public propose comme ça. Alors, on n'est pas obligé de les prendre, enfin bon, on vous les propose. Bon. Si tout le monde peut aller dans ces salles participatives, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui peut y aller? Des représentants d'associations. Qu'est-ce que c'est en France qu'une association? À 99,9%, c'est une structure financée par l'État. Donc, l'État fait des délibérations avec des structures qu'il finance lui-même. Bon, il y a quelque part un délit d'initié. Alors, si, au contraire, n'importe quel citoyen peut venir dans ces assemblées participatives et dire je voudrais des questions à poser, ça, bon, puis je suis pas d'accord. Bon. Et troisièmement, donc troisième condition, si le citoyen peut, par un vote, annuler le projet, voire révoquer le gars qui l'a conçu, si on a ces trois considérations, on est dans la démocratie directe. Hein? Donc, quel est l'intérêt de passer par une structure intermédiaire si c'est pour retomber sur la structure souche? Bon, ce qui veut bien dire, alors, bon, je dirais que c'est une démonstration, pour moi qui me paraît évidente, mais on va dire peut-être qu'elle est biaisée, enfin bon, en tout cas, ça démontre bien le caractère fallacieux, pernicieux et en fait emberlificateur de toutes ces structures de mix démocratique qui ne sont là que pour essayer de donner une caution démocratique à des décisions qui sont des décisions oligocratiques. Quand même, il y a un intérêt, dans la mesure où il y a toujours un gouvernement dans ton système de DDR, toujours un gouvernement
exécutif, même s'il est encadré, il a quand même une marge de liberté, et il a quand même une marge de liberté. Et quand il prend une décision, si on prend l'exemple actuellement de la loi travail, elle aura pu être décidée par la base, ok, mais une fois qu'il la met en œuvre, il y a toujours une latitude quand on la met en œuvre, justement à travers les différentes formes. Enfin, on peut toujours plus ou moins freiner ou accélérer. Mitterrand disait qu'il y avait 2 tiers des lois qui n'étaient pas appliquées, justement parce qu'elles étaient freinées par les fonctionnaires, les bureaucrates. Et donc dans la mesure où il y aura toujours un système, dans ton système en tout cas, il y a toujours un gouvernement exécutif, hein, avec un ministre, etc. Si on prend l'exemple des négociations du travail, aujourd'hui, les négociations, il y a les syndicats qui viennent discuter, qui viennent donner leur avis. Donc, les syndicats, c'est une forme d'ONG, d'association, c'est un corps intermédiaire. Et on peut supposer que c'est quand même intéressant qu'ils viennent donner leur avis pour amener leur expertise, tant qu'il y aura un gouvernement exécutif. Si on le dissolvait, ok, mais il existe toujours dans ton système, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc, à mon avis, ça reste utile d'avoir la possibilité de participer à la formulation des décisions, pas à la décision finale, mais en tout cas à la formulation des décisions. En fait, de garder des corps intermédiaires, finalement. Ah, attends. Tu démarres en parlant de la loi travail, ensuite tu dis formulation de la décision. Alors, si on est dans le cas de l'élaboration de la loi, la loi va s'élaborer dans les agoras, et donc, alors, les lobbies. Mais nous, on n'est pas contre les lobbies. Alors, le mot lobby, c'est vrai qu'il est plutôt péjoratif. Mais qu'est-ce que c'est qu'un lobby? C'est un groupe d'intérêts particuliers, hein, qui souhaite se rendre la vie la plus facile possible, en influence sur la législation. On en est tous là. On a tous envie que la législation... bon. Et donc, tout naturellement, dans les agoras, il va y avoir des groupes d'intérêts particuliers qui seront plutôt favorables ou défavorables à telle ou telle loi. Bon, ils vont s'exprimer dans le cadre de collectivités, bon, et s'ils sont majoritaires, et ben, tant mieux. Donc, au niveau de l'élaboration de la loi, je ne vois pas où est le problème. Alors, par contre, tu as évoqué quelque chose qu'a dit Mitterrand, mais que on veut bien reprendre à notre compte, c'est qu'il y a un problème avec l'application de la loi. Alors là, on entre dans un débat extrêmement compliqué et très technique. À savoir qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce soit... C'est pas parce qu'aujourd'hui on a des problèmes avec l'application de la loi, c'est-à-dire que les lois sont mal écrites, elles sont pas appliquées, mal appliquées, elles ne reçoivent pas de décret d'application, ou pas assez vite, etc., etc., etc. Bon, il y a en tout cas une distorsion entre la loi telle qu'elle est votée, hein, et puis ensuite telle qu'elle est appliquée par l'exécutif. Bon, ça tient aussi. Alors le débat est très technique, hein. Alors je ne sais pas si on peut... Bon, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Bon, aujourd'hui l'exécutif, en plus de tous les outils qu'il a pour fabriquer la loi, il peut aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas appliquée dans l'esprit dans lequel elle a été votée, par les décrets d'application. Bon, alors nous supprimons le décret d'application. D'ailleurs, c'est pas hétérodoxe. Nombre de juristes disent que la notion de décret d'application est une notion qui a été créée par l'exécutif et qui rend service à l'exécutif, c'est-à-dire qu'il ralentit tant qu'il veut ou il modifie la façon d'appliquer la loi, et que dans l'esprit du législateur, une loi votée, elle doit être, disons, prête à l'emploi. Bon. Donc, il y a un travail qui est fait, et on l'indique, au niveau de la, pureté de la loi, savoir qu'une loi est votée et immédiatement applicable. Il n'y a pas de décret d'application et il n'y a pas
de possibilités par l'exécutif de lui changer le sens, quitte à lui faire dire le contraire de ce qu'elle avait dit. Donc ça répond partiellement à ta question, mais on a eu des débats assez techniques sur le problème des amendements et sur le problème sur la question des amendements, c'est-à-dire les modifications de la loi en cours d'élaboration, et sur toutes les procédures ensuite de ratification des lois une fois votées. Ok. Oui, donc pour conclure par rapport à ta vision de la démocratie participative, moi je pense que c'est très difficile de réellement passer d'une loi à des décrets d'application qui sont vraiment adaptés, etc. Enfin, une extension directement. D'ailleurs, les députés qui ont beau être des gens formés et expérimentés, ils ont bien du mal. Ils ne sont pas formés ni expérimentés. Non, mais certains, en tout cas, certains sont expérimentés et ils ont bien du mal à faire des choses qui tiennent debout. Oui, mais... Pas les Républiques en marche, les récents, mais il y en a quand même, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, et pour autant, il faut quand même souvent derrière des techniciens du droit qui mettent ça en musique. Alors, parce que il y a le système des amendements, c'est-à-dire qu'une loi qui est simple au départ est modifiée, on va dire, par les groupes de pression, pour faire simple, c'est-à-dire que la loi, au lieu d'être universelle, parce que la vocation de la loi, c'est d'être universelle, c'est pas de dire voilà le principe, mais ils peuvent déroger, eux ils peuvent déroger un peu, mais ça dépend quel jour, etc. etc. Or aujourd'hui c'est ça. Encore une fois, c'est une caricature que je fais. Mais d'une loi qui doit énoncer un principe, on fait un espèce de catalogue interminable hein, d'exceptions et d'adaptation aux intérêts particuliers. Et ça, c'est le système des amendements. Un projet n'est pas amendable, il est discutable, enfin, on le discute, afin que les gens aient les éléments pour savoir s'ils veulent le voter ou pas. Avec le système des amendements, aujourd'hui, il y a un certain nombre de juristes et d'ailleurs des gens qui sont des acteurs internes de la démocratie représentative qui disent mais avec le système des amendements on ne sait plus du tout ce qu'on fait, on s'y perd. À la fin la loi qui sort du moulinage des amendements elle est complètement illisible et incompréhensible, et c'est pour ça que les lois sont parfois inapplicables. On a des exemples là, avec la loi Bachelot récemment qui était inapplicable par le fait qu'elle a été tellement amendée, retraficotée, tarabiscotée par des dizaines d'amendements contradictoires pour faire plaisir aux uns aux autres, etc. Des lobbies en l'occurrence pour la société. Oui, ah oui, bon, que la loi... Donc c'est lié ça au système des Allemands, qui n'est encore une fois pas un système axiomatique, mais un système qui a été décidé comme ça, mais qui pour nous est totalement incompatible avec une fabrication saine d'un texte législatif. Si je comprends bien, à la limite, les négociations qui sont menées actuellement, par exemple entre les représentants des patrons et des syndicats, voire avec le gouvernement, dans ton système, dans votre système, on pourrait les éviter et que finalement ces négociations se fassent dans les agoras, médiatisées éventuellement, et que le débat se fasse à ce niveau-là, et qu'ensuite le vote se fasse directement à la base. Oui, d'accord, mais attention, les agoras ne sont pas une instance d'amendement. Dans les agoras, on n'amende pas les propositions. Les propositions, si elles doivent être tarabiscotées, elles sont tarabiscotées en amont. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupement, par exemple la fédération de la métallurgie, hein, qui va se réunir, qui va dire bon, il faut absolument qu'on essaye de faire passer une loi pour nous, les métallos, parce que ceci, cela, ça ne nous va pas. Bon, il va y avoir plusieurs tendances chez les métallos. On va accoucher d'un texte qui va être consensuel, en tout cas majoritaire, au niveau des métallos, et ensuite ça va passer ou pas au niveau des agoras. Dans les agoras, on ne modifie pas, encore une fois, alors, les gens vous posent des questions, parce qu'ils disent, mais attendez, je ne comprends pas, là, c'est écrit... Bon, et les auteurs, les porteurs de projets vont venir expliquer et valider, et vont venir vendre
leur salade. Bon, mais il n'est absolument pas question que la collectivité des citoyens modifie les projets qui sont proposés. Elle dit oui ou non, point final. Du coup, ça me laisse penser que finalement, l'inconvénient aussi de système un petit peu centralisé des agoras, par rapport au système, par exemple, aujourd'hui, par exemple dans la métallurgie, tu prenais l'exemple de la métallurgie, il y a des décisions qui sont prises dans la branche de la métallurgie, qui concernent que la branche de la métallurgie. Il n'y a pas besoin de faire que tous les Français s'intéressent à la question et votent dessus. Et donc pourquoi pas justement faire des agoras qui soient limités aux acteurs de la métallurgie, c'est-à-dire tous les travailleurs ou tous les salariés de la métallurgie qui ont besoin de décider de quelque chose, et il n'y a pas besoin que tous les Français soient concernés par la question. Attention, il faut comprendre, là on n'est pas dans le domaine de la loi, on est dans le domaine des conventions collectives. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une loi, alors encore une fois, la loi doit, alors ça c'est un principe législatif que nous faisons nôtre, nous ne sommes pas les seuls, de nombreux législateurs, penseurs sur la législation sont d'accord avec ça, la loi doit être universelle. Une loi, c'est pas un catalogue pour les uns, pour les autres. Bon. Les réglementations internes, qui sont des réglementations contractuelles, c'est-à-dire que tous les individus, tous les citoyens qui sont d'accord pour travailler dans le métier de la métallurgie vont établir entre eux des règles, bon, grand bien leur face, ils se réunissent et ils décident. Mais une loi qui n'a pas un caractère universaliste, ça n'est pas une loi. C'est un... alors là, on retombe sur Proudhon. Proudhon va encore plus loin, le contrat remplace la loi. Il n'y a pas de loi, il y a seulement des gens qui contractent entre eux des arrangements. Bon. Nous, on dit non, il faut qu'il y ait des règles de juste conduite universalistes qui cadrent bien l'ensemble du fonctionnement de l'organisation sociale, mais après, il y a des choses qui ne relèvent pas de la loi, qui relèvent de l'arrangement amiable d'une profession qui s'organise entre elles, mais qui ne demandent pas à la puissance publique de venir valider, d'invalider. Vous gardez la hiérarchie des normes, en fait, c'est ça, un peu. Avec la loi au-dessus, mais la possibilité d'aller plus avant, mais au niveau dans des normes plus basses, comme la convention collective qui peut faire plus, payer plus le SMIC que la loi ne propose. Mais pas moins, par contre. Absolument, absolument, puisqu'on a la hiérarchie code du travail, convention collective, accord d'entreprise, accord de branche, voilà, bon, et chaque fois qu'on monte dans la hiérarchie, la directive ne peut être que, enfin bon, la loi, enfin la décision ne peut être que plus favorable, parce que sinon on serait contraire à la loi du code du travail. Si je comprends bien par rapport au système de gouvernement ou de régulation actuelle des normes et des décisions, on reste dans le système actuel. La différence fondamentale, c'est que finalement on remplace le Parlement actuel par un Parlement du peuple, réseau des direct, par des agoras. C'est finalement c'est un peu ça la différence fondamentale. Oui. On garde un gouvernement avec un programme, etc., et un gouvernement exécutif, mais plus de parlementaires. Oui, alors on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dire, oh bon, on change que le législatif. Non, en fait, on parle de 3 pouvoirs, de 4 pouvoirs avec les médias, on va parler de 5e pouvoir avec les lobbies pharmaceutiques, de 8e pouvoir. Bon. Non, il y a un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif décide de tout. Tout ce qui vient à côté du pouvoir législatif doit se conformer à cette... Le pouvoir législatif n'est tenu de se conformer à rien d'ailleurs. Si on veut pousser le raisonnement à l'extrême, où est la légitimité du pouvoir législatif? On va dire c'est à partir du moment où l'homme quitte l'état sauvage, décide de vivre en collectivité et d'édicter des règles pour organiser cette vie en collectivité. Bon, c'est le contrat social de Rousseau. Bon, c'est le seul pouvoir.
Ensuite, tout ce qu'on appelle pouvoir après, ce ne sont que des organes exécutifs qui doivent se conformer impérativement aux vraies tables de la loi inscrites dans le pouvoir législatif et qui ne peuvent pas le modifier. Le pouvoir exécutif ne peut pas modifier les lois du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire ne peut pas modifier les lois, les règles qui sont... Néanmoins, etc. chacun peut faire plein d'exceptions, des exceptions qui correspondent justement, c'est la différence entre l'approche universelle égalitaire de la loi, du pouvoir parlementaire ou du pouvoir du coup des agoras, par rapport au pouvoir, mettons, judiciaire, qui adapte chaque cas, qui fait de la jurisprudence, et qui adapte chaque cas à chaque situation, et du coup qui recrée des nouvelles lois de par ce biais. Alors, on n'a pas ouvert débat sur le pouvoir judiciaire. Et on ne peut pas résumer ce débat en 2 minutes. Bon. Le pouvoir judiciaire, il dépend du code pénal. C'est-à-dire que, enfin, pour faire simple, hein, si on a un code pénal, qui est un code pénal extrêmement précis, qui dit tel délit égale telle sanction, c'est ce qu'on appelle l'automaticité des peines. Et il n'y a pas de circonstances atténuantes, et il n'y a pas de circonstances aggravantes, et il n'y a pas d'intime conviction. Il y a preuve, oui ou non, intentionnalité, oui ou non, sanction ou elle-même. Et c'est ce qu'on appelle le système d'automaticité des peines qui est très connu hein, de la profession du syndicat de la magistrature, qui évidemment n'est pas prôné par la majorité, parce que sinon le métier de juge devient beaucoup moins glorieux, mais qui est très très connu comme option possible pour l'organisation du pouvoir judiciaire. Et puis, il y a le pouvoir judiciaire tel qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire avec le code pénal, un petit peu comme la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un délit qui est décrit de façon pas très claire, des fourchettes de sanctions qui vont de 1 à 100, des circonstances modificatives des sanctions qui sont en fonction de certaines pondérations de circonstances atténuantes, aggravantes, une intervention de la sociologie, de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie dans les peines, etc. Donc, du coup, une position du juge qui, bon, regarde un peu le code pénal, comme ça, pour dire que ça existe, mais qui ensuite va dire, bon, c'est moi le juge, bon voilà, finalement, vu M. Brugvin, ce qu'il a fait, oh, ben, finalement c'est pas très grave, ou bien c'est très grave, suivant le juge, ou suivant l'avocat qui va te défendre, suivant le lieu de la juridiction où tu vas te trouver, et on a donc une justice totalement arbitraire, et je pèse mes mots, hein, qui, alors là, oui, pour le coup, on a vraiment un pouvoir judiciaire. Bah, bon, alors, c'est la question de l'équité, c'est que l'équité qui s'adapte à chaque individu peut servir le plus faible qui a des circonstances atténuantes, comme peut servir le plus fort aussi. C'est le débat. C'est le débat, on n'a pas le temps. Bon, c'est un débat qui nécessite, je dirais, une séance spécifique, hein, entre une vision de la justice qui doit être une justice exécutive qui applique un code pénal extrêmement précis, et puis au contraire une justice interprétative qui fait intervenir toutes les données sociales, etc. Bon, mais ça c'est un débat sur la justice. Et puis, à l'intérieur de ce débat, il y a un sous-débat, c'est qu'on a une justice, disons, des conflits entre les individus, qui règle les conflits entre les individus, et puis on a une justice qui règle les conflits entre l'individu et l'État, et puis on a une troisième justice qui règle l'entreprise, qui règle la conduite de l'entreprise. Bon. Donc, voilà. Alors, nous, quelle est notre position par rapport à ça? Eh bien, c'est que nous sommes partisans, nous écrivons dans la Constitution qu'on a une justice exécutive. C'est-à-dire avec un code pénal extrêmement précis, une justice qui s'attache uniquement à la gestion des conflits entre les individus, et donc, du coup, la justice est un organe exécutif très très technique, mais sans plus. Mais bon, ça se discute. Ok. Bon, bah, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Oui, puis on a ouvert sur... Pas mal de choses. Ouais, notamment sur
la justice. Ok. Merci Thierry. Ben, merci à toi.